La reconversion professionnelle, un événement de la carrière. Comment préparer et gérer sa retraite? Afrique Employment, dans sa 5e édition, Talk Motivation Conference, présentée par le professeur Viviane Ondoa Biolé et Joseph Tchinjo, déroule le secret. Au mi-temps de la vie, jeunes, adultes, travailleurs, salariés ou non, comment vivre une reconversion? Le type et le choix de carrière, le traitement des pensions et leurs calculs. La 5e édition Talk Motivation Conference, une production Afrique Employment. Je suis Joseph Tchinjo, je suis retraité depuis 11 ans, ça veut dire qu'à 60 ans j'ai pris ma retraite et je me suis converti en consultant. Donc je suis des formations d'ingénierie pédagogique pour y arriver. Et je suis consultant formateur, comme je vous ai dit, en management et développement personnel. Et toutes ces dernières années, j'ai formé aussi des gens pour la retraite, parce qu'il y a une formation, la préparation à la retraite. C'est pour ça que je disais, Afrique Employment donne comme ça la possibilité aux gens d'être sensibilisés pour ça et de se prendre en charge. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est forcément l'entreprise qui doit organiser la préparation à la retraite. Oui, c'est bien pour des entreprises qui organisent ça, parce que comme je vous ai dit, ça valorise l'entreprise aussi. Mais vous deviez vous prendre en charge, parce que demain, quand vous serez parti de l'entreprise, vous ne serez plus comptable, enfin l'entreprise ne sera plus comptable de la vie que vous devez mener. Donc, que ce soit vos collègues, encouragez-le quand il y a des formations de ce genre, des conférences de ce genre, qu'ils viennent parce que ça égaye, j'allais dire ça éveille. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Moi, juste à 60 ans, je n'ai pas entendu parler d'une préparation à la retraite. Je n'avais jamais assisté à une conférence de cette nature qui te titille là, qui te fait penser au lendemain. Parce qu'en principe, quand on commence du travail, pour ceux qui sont encore dans la tranche de 30-40 ans, on a la vie, mais on oublie que le salaire est une fausse assurance. Oui, le salaire, c'est une fausse assurance. Si vous vous contentez seulement de votre salaire et que vous ne prenez pas des dispositions, le capitaliste a calculé le salaire de manière que chaque fin du mois, vous êtes dans le besoin d'argent. C'est ça qui fait que vous voyez des gens, quand ils travaillent, ils prennent des avances avant que le mois ne finisse. Et dans certains pays, comme les pays de grande consommation, comme aux États-Unis, on vous paye à la fin de chaque semaine. Ça veut dire chaque fin de semaine, vous pouvez avoir le salaire. Résultat, même pour épargner, devient difficile. Donc, il est intéressant d'assister à des conférences de ce genre, d'encourager vos camarades d'assister à des conférences de ce genre, qui vous éveillent pour que vous puissiez savoir que demain, je n'aurai pas le même tenue, je n'aurai pas la même force. Parce qu'en principe, quand vous allez à la retraite, avant qu'on ne vienne sur la partie qui m'était dédiée, qui est de parler de la santé, des calculs de CNPS et de la succession, mais quand vous allez en retraite, après le choc, comme disait Mme Bewele, parce que vous avez beau vous préparer, mais il y a toujours un choc émotionnel. Après ce choc, quand vous êtes déjà en retraite, il y a la perte de repères. Cette perte de repères se traduit par le fait que vous n'êtes plus avec vos anciens camarades. Vous êtes peut-être déplacé, vous avez quitté la ville pour être au village. Vous avez une maison de fonction, comme disait Mme Biolé, et tout ça, tu vas partir. Et commencer à payer ta quittance toi-même. Commencer à payer tout ce que tu avais gratuitement toi-même. Si tu n'es pas préparé, ça commence à te dire, ben, c'est quoi? Et comme ça réduit ton train de vie, c'est les autres qui commencent aussi à se moquer de toi, et tu peux être dans la situation de papa dont on a parlé, et tout ça, les gens vont dire que mais comment lui, il a quitté une si belle situation pour venir misérer. Donc, c'est autant de choses. Donc, les avantages, vous n'avez plus les mêmes avantages. Ceux qui étaient à des postes
dans des sociétés, vous entendez toujours où les caissiers ont ce qu'on appelle le droit de l'œil. Ça veut dire que quand il a payé ton chèque et machin, tu lui as glissé un 2000, 5000. Résultat, deux fois, il peut boucler la fin de son mois sans consommer le tiers de son salaire. Hein? Bon, il est vrai que dans certains cas, ce surplus-là sert à entretenir les seconds bureaux et tout ça. Résultat, quand tu es allé en retraite et que tu n'as plus ça, même le second bureau ne te dit plus bonjour parce que tu n'apportes rien. N'est-ce pas? C'est autant de stress que tu peux vivre. Donc, je souhaiterais que vous puissiez intégrer que la retraite n'est pas une maladie, que c'est simplement un passage d'une vie professionnelle à une vie privée active. Moi, j'insiste sur active, parce qu'il y a d'autres qui peuvent dire, pendant que je travaillais, j'ai construit des séries des chambres auprès de la cité universitaire, ça m'apporte 500 000, je suis peinard, je vais rester dormir. Si tu restes dormir, tu appelles les maladies. Même si tu as ça qui te produit, trouve l'occasion de réinvestir ce que ça te produit, soit dans l'agriculture, comme on disait, tu peux faire des tomates, tu peux faire, je ne sais pas moi, des palmeraies, tu peux faire... Donc, il faut déjà intégrer que votre retraite n'est pas de prendre la retraite et de rentrer dormir. Ça apporte pas mal de changements de vie. Interférer dans son domaine et ça finit par vous voyez, et c'est ça que vous entendez des gens dire, oui, depuis que je suis en retraite, il me manque du respect. Oui, mais oui, vous avez déjà entendu ça, il me manque du respect. Mais tu ne t'interroges pas toi-même comme, est-ce que moi je ne mets pas impiété dans son programme et tout. Donc, j'attire surtout votre attention que la retraite ne doit pas être un repos. Et parce que ce n'est pas synonyme de vieillesse. Aujourd'hui, le développement de la médecine et le développement sanitaire est tel qu'on va en retraite et encore vigoureux. Je pense que même avec mes presque 72 ans, je peux encore épouser une jeune fille de 24 ans. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Que Mme Chindo se rassure que ce n'est pas dans mes objectifs, mais je voudrais simplement dire que si vous faites votre retraite et que vous vous dites que non, ma vie n'est pas finie, je ne dois pas devenir une charge sociale, vous vivrez bien. Et je voudrais qu'on vous présente un vidéogramme avant qu'on ne continue. Cet homme a 109 ans. Et il nous révèle enfin son secret pour avoir une vie longue, saine et heureuse. 3 éléments dans le fond pour réussir sa vie. Et ce secret, tu vas le découvrir maintenant. Fauja Singh est né en 1911 dans le Pendjab, en Inde. Alors cet homme n'a jamais été scolarisé. Il a travaillé toute sa vie en tant que fermier. Mais à l'âge de 88 ans, lui arrive un drame. Il perd à la fois sa femme et l'un de ses fils. Et Fauja, pour s'en sortir psychologiquement, décide de courir à 88 ans. Et à 89 ans, il court son premier marathon. Un marathon, c'est environ 40 km. Et il aurait pu s'arrêter à 89 ans, je veux dire, c'est un âge respectable pour courir. C'est déjà énorme. Mais non, il ne s'arrête pas là. Et il va continuer et ne pas s'arrêter. Il va continuer à courir jusqu'à l'âge de 105 ans. L'homme révèle qu'il s'entraînait chaque jour en courant 13 à 16 km. Hélas, à 109 ans, il devra s'arrêter parce qu'il sera victime d'une hernie qui l'empêchera de courir. Mais ça n'arrêtera pas Fauja, parce que Fauja marche 8 km par jour, aujourd'hui, à l'âge de 109 ans. Mais moi, il y a un truc avec ce Fauja Singh qui me turlupine.
Tu vois, cet homme, il a plus de 100 ans et t'as l'impression qu'il est encore jeune, qu'il court encore, qu'il fait des choses qu'on n'attend pas de lui. Or, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la vie commence à 20 ans et qu'elle se termine à 30. Parce qu'entre 20 et 30 ans, c'est là que tu vis ta jeunesse. C'est là qu'il faut profiter de la vie, profiter des passions, vivre, sortir, prendre toutes les drogues, tous les alcools, aller en boîte de nuit. Bref, tu vois la vie à la Jersey Shore, quoi. Come on, Nicole, really? Et moi, quand j'étais plus jeune et que je voyais ça, des trucs à la Jersey Shore, je me disais, mais je veux pas être comme ça. C'est pas ça, profiter de la vie. Putain, si c'est ça, profiter de la vie et terminer comme eux, je veux pas, non. Non. Le problème, c'est que il faut d'abord déterminer ce que signifie profiter de la vie. C'est quoi, dans le fond, la passion? Parce que tu as deux types de passion dans la vie. Tu as la passion sauvage, tu vois, celle que tu laisses te maîtriser, te piloter, et qui parfois te mène à ta propre fin. Un petit peu comme Amy Winehouse, femme avec un talent exceptionnel pour la chanson, mais qui s'est tellement laissé aller par l'alcool, qui s'est laissé piloter par l'alcool et les drogues, que ces deux substances ont fini par la tuer. Amy Winehouse fait désormais partie du cercle des chanteurs disparus à 27 ans. Devant son domicile du nord de Londres, où la chanteuse de soul a été retrouvée morte hier, l'un de ses fans a osé déposer un objet symbole de sa perte. Lors de son ascension, Amy Winehouse s'est brûlé les ailes avec l'alcool et la drogue, au désespoir de ses admirateurs. Elle allait plutôt bien, vraiment, mais on voyait qu'elle était poursuivie par ses démons. Mon Dieu, je ne veux pas penser à ça, car ce n'est pas bien de mal parler d'une personne qui est morte. Non. Selon moi, il faut vivre sa passion. Mais c'est quoi la passion? Pas vivre une passion qui te détruit, mais vivre une passion qui te construit. Et vivre une passion qui te construit, c'est une passion qui est mélangée, fusionnée avec la raison. Et quand tu vis ces deux éléments-là, tu ne peux que te construire durant toute ta vie. Et tu restes jeune. Parce que dans le fond, quand s'arrête la jeunesse? La jeunesse, elle s'arrête quand tu arrêtes de croire en toi. Quand tu arrêtes de croire que plus rien ne pourra changer autour de toi, que c'est fini, que les choses sont figées. Pour moi, ce Fodja Singh, tu le regardes, certes, aujourd'hui il a seulement 109 ans, mais il courait quand il avait plus de 100 ans. Il a commencé à courir à l'âge de 88 ans. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que cet homme-là était encore jeune. Il était encore jeune dans son esprit. Et il a découvert une passion. La passion de la course, la passion du marathon. Et il a vécu cette passion avec raison. Et toute l'idée de la vie, elle est là. Et ce vieil homme, Fodja Singh, a révélé le secret pour vivre longtemps et jeune en même temps. Et son secret est très simple. C'est ça. Il suffit de rester heureux et de ne pas s'énerver facilement. Le plus important, c'est d'être heureux et discipliné. Et là, tu vas te dire, tout ça pour ça? Mais je le sais qu'il faut être heureux et qu'il ne faut pas s'énerver pour être bien. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est parce qu'on regarde les choses d'une manière un petit peu superficielle. On se dit, oui, mais c'est pas ça le vrai secret. On s'attend à un truc compliqué, à une formule secrète, à un truc, quoi. Mais non. La vie, elle est simple. Et quand on regarde les choses avec une certaine profondeur, on se rend compte que cet homme, il a tout compris. Et c'est pas le seul. Je me souviens qu'il y avait un Indonésien qui affirmait avoir plus de 140 ans. Et le secret pour lui de sa longévité, c'était quoi? C'était cette phrase. Pour vivre longtemps, il suffit de rester calme et de se détendre. Et là, c'est pas anodin.
Ces deux hommes ont quasi le même discours. Ne pas s'énerver, se détendre. Rester calme, détendu, heureux. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être stressé, énervé? Et quand tu vis avec cette émotion au fond de toi, comment est-ce que tu te sens? Tu te sens pas bien. Tu vois? T'es malheureux au fond de toi. T'as ton cœur qui palpite. T'as même parfois les cheveux qui deviennent blancs. Tu perds tes cheveux. T'es vraiment pas bien. T'aimes pas cet état. C'est parce que t'es pas détendu que t'es pas heureux. C'est pour ça que tout le monde cherche à être heureux, que tout le monde cherche la formule du bonheur. Mais la formule du bonheur, elle est extrêmement simple. Soyez heureux, ne vous énervez pas et détendez-vous. Ne pas s'énerver pour des broutilles, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je veux dire, moi, il y a 4 jours de ça, je me suis énervé. J'ai pété un plomb. Mais je te jure, j'ai pété un plomb pour un truc qui n'en valait pas la peine. Et pendant ces 4 jours, j'étais mal. J'étais à zéro motivation. J'avais envie de rien faire. Parce que je me sentais coupable. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai laissé la haine me maîtriser, me piloter? Et dans le fond, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il serait arrivé si je ne m'étais pas énervé? Si j'avais décidé de prendre sur moi, de laisser passer, de laisser couler, eh ben, j'aurais été mieux. J'aurais été plus heureux. Parce que c'était moi qui aurais été au contrôle de ma vie, et pas mes émotions. Bref, je pense qu'il y a 2 éléments à retenir de ce faux jazzing. Le premier élément, c'est d'apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses émotions. Parce que si tu ne maîtrises pas tes émotions, ce sont tes émotions qui vont te maîtriser. Et parfois, elles te mènent à ta perte. Et le deuxième élément, c'est de définir quel est l'âge de la jeunesse. De définir quand se termine la jeunesse. Si tu décides qu'elle ne se termine jamais, elle ne se terminera jamais. Je veux dire, regarde Dwayne Johnson. Compare-le aujourd'hui, il a plus de 40 ans, à ses 20 ans. Je trouve qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus de style que quand il avait 20 ans. Il est encore même plus en forme. Je compare un Cristiano Ronaldo aujourd'hui à 35 ans par rapport à un CR7 à ses 18 ans. Il est beaucoup plus fort aujourd'hui à ses 35 ans. Et il est toujours beaucoup plus fort que beaucoup de joueurs qui ont la vingtaine. Ça veut dire quoi dans le fond? Ça veut dire qu'on vit dans une société qui nous impose des choses, qui nous dit « Ah non, maintenant t'es vieux, je te l'impose ». Mais si tu laisses la société t'imposer qui tu dois être, ce que tu dois être, tu passeras à côté de ta vie et tu seras malheureux. Parce que tu sais, au plus profond de toi-même, au plus profond de toi-même se cache la vérité. La vérité de qui tu es vraiment. Et tu n'as pas le droit de passer à côté de ta vie. Combien de fois on a dit à propos de Cristiano Ronaldo, c'est sa dernière année, oui, il se fait vieux, il n'est plus assez bon, etc. Non, il est toujours là, au top, un des meilleurs joueurs au monde. Parce qu'il a fait un choix. Est-ce que toi, tu fais un choix dans ta vie? Ou tu laisses la société faire un choix à ta place? J'ai programmé ce vidéogramme parce que ça a beaucoup de choses intéressantes de mon point de vue vis-à-vis de la vie que vous allez mener demain, même quand vous serez en retraite, de la vie que vous devez mener maintenant pendant que vous êtes encore au travail. Pour ceux qui ont vraiment bien suivi, il y a pas mal d'éléments importants. Et comme je dois parler de gérer son capital santé, j'ai pensé qu'il fallait que vous puissiez voir d'abord ce vidéogramme pour comprendre que généralement la vieillesse c'est dans la tête. Nous sommes tous condamnés à vieillir, mais il faut bien vieillir. Il faut bien vieillir. Bien vieillir veut dire quoi?
Vieillir veut dire être conscient de son corps. Nous avons vu même dans cette vidéogramme une chanteuse célèbre en Angleterre qui s'est laissée emporter par l'alcool. Parce qu'il y en a qui demain, parce qu'ils vont aller en retraite, vont se dire, bon, j'ai passé le temps à travailler, maintenant je dois me reposer et trouver du plaisir en levant le coude. Il n'y a pas meilleure façon de se tuer que ça. Hein? Il y a 3 façons de vieillir. Il y a le vieillissement par l'usure, et c'est pour ça qu'au niveau de la gestion des programmes sociaux, il y a des gens, au lieu d'aller en retraite à 55, 60 ans, vont en retraite à 50 ans, légalement, parce que le boulot qu'eux ils faisaient fait qu'ils sont plus usés. Oui. Par exemple, vous avez des boulots, quand les gens travaillent en mer et que vous entendez qu'ils travaillent peut-être 3 mois en mer, viennent faire encore 1 mois au sol et tout, vous avez dit les peinards, sur 1 an, ils travaillent 8 mois, mais si vous vous mettez à sa place avec tout des... Donc, tout ça, c'est calculé. Donc, il y a des vieillissements prématurés. Vous avez des vieillissements pathologiques. Ça veut dire que votre corps, vous avez des pathologies, comme madame disait, hein, qui font que vous avez des gènes que vous avez hérités et qui peuvent vous apporter certains. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est de vieillir avec succès. Vieillir avec succès, c'est se maintenir en santé. Se maintenir en santé, c'est se prendre en charge tant sur le plan alimentaire, surtout. Parce que vous vous rappelez, je crois que c'est Hippocrate qui a dû le dire, si je me trompe, que votre médicament soit votre nourriture et que votre nourriture soit votre médicament. Donc, en principe, nous prenons de l'âge en allant à la retraite. Nous devons nous contrôler sur le plan santé. Comme a dit madame tout à l'heure, ça commence par les exercices physiques, le sport. Après l'alimentation, bien sûr. Après l'alimentation, c'est le sport. Parce qu'au fait, nous vivons un environnement où nous sommes victimes de l'acidose. Or, qu'est-ce qui cause l'acidose? C'est notre alimentation, c'est les ondes électromagnétiques qui nous bombardent à cause du téléphone que nous avons tout le temps et ça détruit nos cellules, hein, et le conflit émotionnel. Elle a parlé des émotions aujourd'hui. Si vous avez des conflits émotionnels, sachez que c'est en train de vous détruire. Et c'est pour ça que dans ce vidéogramme, on vous dit, il faut se détendre, il faut être heureux, il faut être en joie. Parce que les conflits émotionnels que vous avez impactent sur votre santé. Les ondes électromagnétiques qui nous bombardent et qui sont des tueurs silencieux impactent sur notre santé. La table, il y a, généralement on dit la table tue. Hein, c'est-à-dire au lieu de te nourrir, ça te tue parce que tu t'engouffres et tu mets 15 bières, tu bombes le torse, tu dis quand je bois 15 bières, je me lève, je marche normalement. Mais tu ne sais pas que tu es... Oui, non, c'est vrai, vous avez déjà entendu des gens dire ça. Hein? J'ai envie de lui dire que, quelle que soit ta soif, maximum 2 bières, tu devais être désaltéré. À partir de la 3e bière, c'est plus la soif. Quelque chose ne va pas. Donc pour parler donc de santé, ce que je conseille, hein, c'est que il faut dès maintenant donner une allure de vie, d'hygiène de vie à votre corps. Parce que votre santé ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Votre santé ne dépend pas de votre médecin. Votre santé dépend de vous-même. On dit généralement que quand tu vas chez le médecin, ça commence à être tard. C'est ça qu'on dit. Les médecins vous le diront.
Normalement, la santé, dépend beaucoup plus de la médecine préventive. Et qui parle de la médecine préventive parle de l'hygiène de vie. Si vous avez une bonne hygiène de vie, vous mangez, comme madame dit, légumes et fruits. Pourquoi légumes et fruits? Pourquoi on conseille légumes et fruits? C'est que nous avons des radicaux libres qui nous détruisent. Et pour lutter contre les radicaux libres, il faut les antioxydants. Et les antioxydants, on les trouve généralement dans les légumes et fruits. Donc, si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, vous devez adopter un régime alimentaire qui vous accompagne dans ça. Sinon, vous n'irez pas loin. Et je sais que nous tous ici, chacun veut vivre longtemps, mais personne ne veut vieillir. Non. C'est ça le hic. Mais sachez qu'on va vieillir. Mais le problème, c'est qu'il faut bien vieillir. C'est-à-dire quoi? Vieillir avec succès veut dire ne pas vieillir avec des incapacités à gauche, à droite. Et quand vous vous gérez mal, quand vous êtes allé à la retraite, les dégâts arrivent très vite. Parce que les soucis, les angoisses vont faire que c'est soit le diabète, c'est la tension artérielle, les deux vont toujours généralement ensemble, hein, qui après va amener des complications, l'insuffisance rénale et tout ça. Et vous devenez une charge pour votre famille. Ce n'est pas intéressant. Et en ce moment-là, si pendant que vous travaillez, vous aidez même les gens, ils vont vite oublier. La tendance sera de dire qu'est-ce qu'il a fait avec son argent. Il va oublier qu'une partie de son argent, de ton argent, il a bouffé. Donc, quand vous irez en retraite, pendant que vous préparez votre retraite, intégrez bien la santé, qu'il faut aller en retraite et être en santé. C'est pour ça que je dis, il faut bien gérer sa santé. Vous avez le sport, comme je le dis, vous avez des gens qui en retraite, ont leur championnat 2-0. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'ils se retrouvent tous les dimanches ou bien les samedis et bougez, faites tout pour que au moins les 30 minutes que les médecins disent que vous puissiez le faire par jour. Vous n'avez pas besoin de faire un sport de compétition. Vous marchez. Nous avons vu ce vieux, on dit qu'il a commencé quand il avait perdu sa femme et les enfants. C'est à 89 ans qu'il a commencé. Hein, et il s'est décidé, il a fait le marathon de Londres. Et on vous dit que ce type marche 8 km par jour. À 109 ans. Toi, tu es là, tu n'as même pas encore, tu dis que tu es vieux. Tu es vieux quoi? Oui. Quand on a 50 ans comme elle, la vie commence là. Oui, la vie commence. Il suffit simplement de s'organiser. Donc, du point de vue santé, vous avez l'alimentation en premier lieu et suivi de votre sport. Si vous avez les deux, vous allez vieillir avec succès. Ça veut dire que vous allez vieillir sans incapacité. Et généralement, je ne suis pas diététicien, mais ma lecture fait que généralement, on recommande les légumes et les fruits, comme disait madame. Je crois qu'on appelle ça un régime crétois. Voilà. Donc ceux qui adorent la cuisine française, ils appellent ça un régime crétois. Quand votre base de nourriture, c'est fruits et légumes, vous pouvez être garanti que vous allez vivre longtemps et en santé. Ça veut dire quelque part jeune. Au-delà de la santé, quand vous allez aller en retraite, j'ai entendu aujourd'hui, quand on avait posé des questions, quelqu'un disait que pour lui la retraite, c'est de se reposer parce qu'il a travaillé pendant longtemps et de jouir de sa pension. Oui, naturellement, vous aurez une pension, mais je ne vous conseille pas de rester attendre seulement votre pension. Parce que cette pension, par rapport à votre salaire, ne signifie pas grand-chose. Parce que vous savez qu'au niveau de la CNPS, il y a un plafond de calcul. Même si vous gagnez 1,8 million, comme on disait, avant, c'était plafonné à 300 000. C'est-à-dire on calculait sous la base de 300 000, comme si vous gagnez 300 000. Ça a évolué il y a quelques années, quelques 4 ans,
Maintenant, on a remonté le plafond à 700 000. Pour les gens qui sont dans les ressources humaines, je le dis sous votre contrôle, la CNPS a remonté, enfin l'État a remonté, et le plafond, c'est... voilà. Donc, c'est ça. Ça veut dire, même si on vous paye 3 millions, la caisse, pour faire vos calculs, se dit que vous ne touchez pas plus de 750 000. Donc, c'est ce que ça veut dire. Au résultat, sous la base de ce calcul-là, même si on vous paye 3 millions, vous ne gagnerez jamais 500 000 d'allocation par mois, vous ne gagnerez jamais 400 000. Donc, résultat, si vous viviez sous la base de 3 millions par mois, vous comprenez le stress et l'angoisse que vous pouvez avoir. Hein? Comme madame disait, passer de 1,8 million à 300 000 de salaire, c'est mortel. C'est vraiment mortel. Il faut avoir des ressources, j'allais dire, être psychologiquement très fort pour résister. Sinon, vous allez attraper un AVC. Parce que certains attrapent l'AVC en retraite simplement parce que le train de vie ayant changé, compte tenu de la modicité des revenus qu'ils ont. Et en ce moment-là, ils commencent à vivre que dans le passé, en disant, ouais, en autre temps, ouais, vraiment, quand j'étais moi-même, ouais, mais oui. Quand vous commencez à faire ça, c'est très dangereux pour votre santé. Quand vous commencez à dire, quand j'étais moi-même. Parce que tu ne peux pas rentrer être toi-même. Le passé est passé, tu vis le présent. Arrange-toi. Si on avait commencé par la première partie des changements, comme je vous parlais tout à l'heure, j'ai brossé rapidement le changement de repère. Dès que tu es en retraite, si tu n'acceptes pas assumer ce que tu es devenu, ça veut dire si tu es éleveur comme son papa, et que tu fais ta carte de visite, tu dis planteur, éleveur de porcs et poulets, ça permet que si tu es en face de quelqu'un qui est intéressé par les porcs et les poulets, il va te dire, bon écoutez madame, moi j'ai un restaurant ou bien j'ai un hôtel, j'ai besoin de ça. Mais si tu continues à dire ex-commissaire central, vous voulez que ça dise quoi à qui? Hein? Aujourd'hui, Mme Douellet se présente comme professeur d'université. Si, au lieu d'aller continuer à l'université à enseigner, à être professeur d'université, et qu'elle était directrice adjointe de l'ENAM et machin, ça ne dira pas grand-chose à... Oui. Donc, il faut cesser de vivre dans le rétroviseur. Le rétroviseur te permet seulement de lancer un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un mauvais dépassement qui va arriver. Hein? Mais tu dois arriver à tes yeux sur ta pare-brise pour voir le devant. Donc, ce n'est pas bien pour les gens. Là, je voulais simplement vous dire que quand vous allez aller en retraite, la base des calculs que vous aurez, hein, c'est sous le plafond qui a été tracé. Alors, je dis QI des bénéficiaires. Vous avez l'assuré principal, qui est vous-même, qui sera vous-même, mais vous aurez des ayants droit. Les ayants droit de l'assuré, c'est quand vous êtes décédé. Parce que on va vous payer une pension. Généralement, ça s'appelle PVID. Comme on ne va pas peut-être dérouler le tout, le temps ne nous permet pas. Ça dit pension, vieillesse, invalidité et décès. Mais quand vous décédez, vous en tant qu'assuré principal, il y a des ayants droit. Et les ayants droit, ça peut être les conjoints, ça peut être les enfants qui sont orphelins. Et là-dessus, on distingue des orphelins totaux ou des orphelins partiels. Quand on dit orphelin total, ça veut dire père et mère sont décédés. Orphelin partiel, c'est seulement un des parents qui est décédé. Ça peut être des ascendants directs, c'est-à-dire père et mère. Donc, quand vous avez votre pension retraite, à votre décès, la caisse a des gens qui peuvent bénéficier de ça. Donc, il importe
que vous le sachiez, parce que peut-être si vous ne laissez pas cette information, peut-être à votre décès, votre veuve ou les enfants peuvent ne pas savoir que vous aviez une pension alimentaire qu'on devrait leur reverser. Enfin, pas pension alimentaire, une pension retraite, qu'on devait leur reverser. Donc, au niveau de la caisse, vous avez droit à ce que vous avez des tiers bénéficiaires. Hein. Vous avez des tiers bénéficiaires et généralement, ces tiers bénéficiaires peuvent être des gens qui se sont occupés, supposons que vous avez une pension et que vous mourrez, il n'y a pas de gens pour s'occuper de vos obsèques et tout. Un tiers peut prendre vos obsèques en charge. Et en ce moment-là, quand c'est justifié, la caisse, au lieu de reverser ce qu'elle devait reverser aux ayants droit, désintéresse d'abord ce tiers bénéficiaire. Dans le cadre de tiers bénéficiaires, et beaucoup de gens ne le savent pas, moi-même je ne le savais pas, la caisse a le droit d'augmenter votre allocation familiale de 40% pour désintéresser la personne qui vous assiste quand vous devenez impotent. Ça veut dire quoi? Demain, si vous êtes en retraite, vous êtes malade, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, la loi prévoit que la caisse, pour que vous puissiez payer cette personne, doit majorer votre pension. Si votre pension était de 100 000 par mois, on doit vous payer 140 000 par mois pour que les 40 000 permettent de désintéresser la personne qui vous aide. Ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Vous allez toucher beaucoup des retraités qui ne connaissent pas que si... Parce que généralement, quand on mettait les bancs à l'ancien CNPSSI, vous voyez des papas croulants qu'on soutenait. Ils venaient. Et je suis à peu près sûr que ces papas ne savaient pas que non, la personne qui s'occupe de vous, qui vous longe, qui vous met les couches et tout ça, l'État a prévu que la caisse doit donner 40% en plus de votre truc pour le désintéresser. Donc vous avez des tiers bénéficiaires dans ce cadre-là. Alors, j'ai prévu de vous parler des éléments qui entrent dans la prise en charge, si vous voulez, de l'assiette de votre cotisation. Parce qu'en principe, la caisse a un minimum d'années qui permet qu'à partir de cette base-là, on calcule votre retraite. Vous devez avoir travaillé 180 mois. Hein, les RH qui sont là. Le minimum, c'est que vous travaillez au moins 180 mois. Hein? Donc, quand vous avez travaillé 180 mois, vous êtes éligible à avoir votre pension. Comme on ne va pas entrer dans tous les détails, mais il y a la possibilité aussi que quand vous n'avez pas atteint les 180 mois, vous pouvez demander qu'on vous reverse votre capital, c'est-à-dire ce qui a été retenu. Il y a cette possibilité-là. RH. Ouais. Vous avez la possibilité, quand vous n'avez pas atteint, de manière qu'on va calculer pour vous payer chaque mois jusqu'au restant de votre vie, vous avez la possibilité de dire, ou bien même quand vous allez en retraite anticipée, vous avez la possibilité de demander à la caisse de vous reverser votre capital en un coup, en un bloc. C'est-à-dire, on calcule et on dit, bon, ça fait 8 millions, on vous donne les 8 millions du coup. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, dans les calculs, on tient compte, comme j'ai dit, de votre salaire, des indemnités, des primes, des gratifications. On tient compte aussi de certaines indemnités, comme les indemnités de déplacement, des indemnités de bicyclette ou de vélomoteur. Les différentes indemnités sont prises en charge, c'est-à-dire tout ce qui permet de constituer votre net à payer sur le bulletin.
Donc, on tient compte de tout ça au niveau de la caisse pour pouvoir calculer ce que la caisse devrait pouvoir vous payer. Il y a des primes dont on tient compte. Je vous ai parlé du plancher. Ceux qui touchent en dessous du SMIC, avant, on n'était pas concernés. Mais maintenant, au niveau de la caisse, on a reformé tel que même les Bayam Salam ont la possibilité de cotiser pour préparer leur retraite. Je crois que ça, vous le savez. Ouais, même les Bayam Salam. Avant, c'était que les gens qui travaillaient dans les entreprises et tout, mais au jour d'aujourd'hui, même les Bayam Salam peuvent être affiliés à la caisse. Donc, je vous ai parlé, il y a un taux pour calculer. Vous savez, il y a une partie que paye l'employeur et il y a une partie que paye l'employé. Bon, vous avez les différentes pensions, la pension d'invalidité, vous avez la rémunération mensuelle, ça c'est les bases sur lesquelles on va calculer la rémunération mensuelle moyenne. Vous avez l'ouverture des droits et des natures des prestations. Donc, votre pension vieillesse est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle multipliée par le taux de la pension. Le taux de la pension est arrêté. C'est une loi, ce n'est pas la caisse, c'est-à-dire le taux de la pension, comme je vous ai dit, est arrêté par une loi qui est votée à l'Assemblée et que la caisse ne fait que pratiquer. Et effectivement, la caisse a un pourcentage, enfin, l'employeur a un pourcentage, l'employé a un pourcentage par rapport au salaire qui lui est versé. Et il se trouve que dans notre système, vous avez déjà entendu des gens aller en retraite et ne pas bénéficier de leur pension retraite pour la simple raison que leur entreprise a retenu et n'a pas payé la caisse. Vous avez des cas pareils. Donc, avant d'aller en retraite, vérifiez que tout ce qui vous a été retenu a été reversé à la caisse. Sinon, moi par exemple, j'ai passé, aujourd'hui c'est assez rapide, mais moi j'ai passé 10 ans avant que la caisse ne commence à me verser des allocations. Pour la simple raison que mon employeur, il y avait 49 mois, que mon employeur n'avait pas payé. Et finalement, pour qu'on commence à me verser, on m'a fait signer une lettre que je laisse tomber les 49 mois. Heureusement que dans ma carrière, j'avais dépassé déjà de loin le minimum de mon nombre de mois qu'exige la caisse. Donc on m'a demandé de faire une lettre que je laisse tomber les 49 mois et pour faire avancer mon dossier. Donc vous avez des entreprises et c'est une aberration de notre système parce que moi, j'ai dit aux gens de la caisse que quelle est la faute de l'employé que je suis. On m'a coupé, on ne vous a pas reversé. Pourtant, vous avez des inspecteurs qui passent dans les entreprises tout le temps pour contrôler si c'est reversé. Pourquoi est-ce que vos entreprises, à l'époque, n'ont pas dit que non, on est en train de couper Bon, il m'a dit, vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Peut-être ils sont passés, on leur a donné quelques pots de vin. Donc, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont mis les employés dans ce genre de situation. Donc, il est important pour vous, avant d'aller, le jour qu'on dit que vous allez en retraite, vérifier que tout ce qu'on vous a coupé a été reversé. Donc, je disais, nous n'allons pas entrer dans les calculs, je vous donne donc les grandes lignes pour que vous reteniez simplement que quand vous avez déjà travaillé 180 mois, vous êtes éligible à avoir votre pension retraite régulière mois par mois, à moins que vous ne demandiez qu'on vous le reverse une seule fois. Bon, j'ai parlé des pensions anticipées. Nous pouvons éveiller votre attention sous l'ouverture et les décomptes des droits. Ici, je peux simplement vous dire que quand vous irez en retraite,
Il est vrai que dans l'euphorie de ce qu'on vous verse, parce qu'on calcule, peut-être que vous allez avoir 5 millions, ça vous gonfle un peu la tête, vous vous projetez, vous allez vous balader sans prendre des dispositions d'aller à la caisse, déposer vos documents. C'est quand vous commencez à être un peu pauvre que vous dites « Ah tiens, il faut que j'aille à la caisse ». Non, je conseille toujours dès le lendemain, dès les 2 jours, encore que les entreprises maintenant, beaucoup prennent des dispositions pour que vous ayez tous les papiers, allez déposer. Et au jour d'aujourd'hui, il faut féliciter ce qui est bon. Au niveau de la caisse, si vous avez déposé, je crois que dans un mois, on commence à vous payer. Je vous dis, dans le temps, ça prenait 10 ans. Hein. Ça dit que vous pouvez aller en retraite, c'est au bout de 10 ans qu'on commence à vous payer. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité, je crois, d'être payé au plus tard dans 2 mois, on commence à payer votre pension retraite. Donc, il est intéressant, parce que si vous ne le déposez pas, hein, on verra, il y aura des périodes qu'on va vous couper. Ça veut dire, par exemple, vous venez déposer avec un dépôt tardif, peut-être vous perdez 1 année. Oui. Donc, il faudrait, quand vous allez en retraite, que vous puissiez déposer rapidement votre document de retraite à la caisse. Bon, les pensions de survivants, ça c'est quand vous êtes décédé, je vous ai dit, il y a des clés de répartition dans lesquelles nous n'allons pas entrer. Par exemple, on va donner 50% pour le ou les conjoints, on va donner 25% pour les orphelins totaux, on va donner 15% pour les orphelins partiels, on va donner 10% pour les ascendants. Donc, il y a toute une clé de répartition de vos allocations pour vos différents ayant droit. Les dispositions diverses, la suspension. Donc, on peut suspendre. La caisse peut suspendre de vous payer. Il y a des conditions. Par exemple, si vous allez en retraite et que vous recommencez à travailler, comme ça se passe, parce qu'il y a quelqu'un qui doit peut-être partir en retraite partant du Brassé du Cameroun, donc il est en retraite, il a déposé son dossier à la caisse commence à payer et la même personne, compte tenu de sa spécification, va trouver un travail à Guinness et continue à être déclaré à la caisse. En ce moment-là, la caisse suspend ce qu'il payait à M. Tigno jusqu'au jour où vous repartirez encore en retraite. Donc, il y a des conditions de suspension pour votre retraite. Il y a des professions que quand vous êtes en retraite, même si la caisse est au courant, ça n'impacte pas, c'est la profession des consultants. Ça veut dire que moi, je travaille comme consultant, mais je continue à percevoir mes allocations familiales, par exemple. Mais si je suis dans une société qui est tenue de me déclarer et de reverser à la caisse, on suspend. Donc, il y a des conditions de suspension. Il y a des conditions de suppression. Hein, en cas de mariage, par exemple, de la veuve, c'est-à-dire que toi, l'assuré principal, tu es décédé, ta veuve continue à percevoir ton allocation. Mais si elle se remarie et que la caisse est au courant qu'elle s'est remariée, la caisse s'arrête de reverser ta pension. Donc, il y a des cas de suspension. Et deux fois, s'il se trouve que vous, qui perceviez les allocations du décujus, c'est-à-dire de celui qui est décédé, je vous ai parlé du cas de travail, je vous ai parlé du cas de la femme qui se remarie. Il y a aussi le cas de l'enfant qui devient mineur, parce que nous avons trouvé que les enfants pouvaient toucher une partie. Or, cet enfant qui est mineur, s'il devient majeur, la caisse ne paye plus. C'est tout comme les enfants que vous avez pendant que vous travaillez et quand vous versez une allocation familiale pour les enfants, quand les enfants deviennent majeurs, la caisse ne paye plus. Donc, il y a des conditions de suspension.
vous avez des conditions de prescription. J'ai dit la prescription est la perte totale ou partielle du droit que vous avez quand on dit que c'est prescrit, c'est prescrit. Et en matière de pension, vieillesse, d'invalidité et de décès, il existe deux types de cas. Hein? Donc vous avez la prescription quinquannaire, c'est-à-dire que si, au bout de 5 ans, vous êtes parti en retraite et que vous n'avez pas déclaré, quand vous venez de déclarer, on ne calcule pas les 5 ans en arrière là. On prend à partir du moment où vous êtes venu. Supposons que vous êtes allé en retraite un 1er janvier 2002 et que vous attendez en 2007 pour aller déclarer, en croyant qu'on va calculer à partir du moment où vous étiez parti en retraite. Non, cette période-là sera prescrite. C'est pour ça que je dis, il vous est conseillé, quand vous irez en retraite, d'aller rapidement à la caisse, mettre votre dossier avant d'aller n'importe où. Vous avez la cessabilité et la saisissabilité. Les particuliers, les prestations du régime de pension sont incessibles et insaisissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous avez une dette vis-à-vis de quelqu'un, il ne peut pas écrire à la CNPS pour dire que M. Chinjo me doit tel montant, je demande qu'on saisisse ses allocations pour payer ma dette. Ça ne se fait pas pour les prestations. On ne peut pas saisir. Et vous ne pouvez pas céder. On ne paye vous ayant droit que quand vous êtes décédé. De votre vivant, vous ne pouvez pas dire que, ok, ma pension alimentaire, ma pension vieillesse et tout ça, payer ça à telle autre personne. Donc, c'est insaisissable et c'est incessible. Ça vous appartient, sauf quand vous mourrez. Et la loi a déjà prévu, au niveau de laquelle je vous ai donné les répartitions là, les conjoints vont avoir 50%, les orphelins totaux vont avoir 25%, les orphelins partiels 15%, les ascendants vont avoir 10%. Donc c'est déjà réparti, c'est nickel. Bien. Après, les aspects d'allocation familiale à la caisse, je veux aussi survoler avec vous les aspects de succession, les aspects testamentaires. Parce que on suppose que comme l'âge avance, justement, vous devez prendre quelques dispositions pour votre patrimoine. Vous devez prendre quelques dispositions pour votre patrimoine. Parce que dans le privé, on va en retraite à 60 ans. Et si vous avez encore la chance, peut-être vous pouvez vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Parce qu'aujourd'hui, je disais, avec le progrès, deux fois, en retraite, on vit encore le quart de la vie qu'on a déjà menée, sinon même le tiers. Donc, vous allez à 60 ans, vous pouvez avoir la chance de vivre jusqu'à 90 ans, voire 100 ans. Alors, il faut préparer l'après, même si deux fois vous avez préparé et qu'après il y a toujours la bagarre, mais vous avez au moins préparé. Donc, il y a différents types de testaments qu'on va voir pour préparer votre succession. Et vous avez donc la gestion de votre héritage se fait par les approches de donation ou par les approches testamentaires. Vous pouvez faire des dons, hein, vous pouvez donner, mais vous donnez quand vous êtes vivant. Le testament agit quand vous êtes déjà mort. Or, quand je dis l'approche des donations, donc, pendant que vous êtes vivant, vous pouvez faire des dons manuels. Par exemple, des dons manuels, ça veut dire quoi? Je prends 5 millions, je te donne, toi mon fils, ou bien toi mon cousin, et tout ça, pour dire, va te lancer. Voilà par exemple un don manuel.
Vous pouvez faire des dons déguisés. Par exemple, c'est moi qui sors l'argent pour acheter le terrain pour mon neveu là, mais le titre foncier est directement fait en ton nom. Parce que j'ai peur que quand je vais mourir, mes enfants ne disent non, il est hors de question de donner quelque chose à l'enfant de sa sœur, etc. Donc vous pouvez faire des dons déguisés. Ça, c'est les aspects donation que vous pouvez faire. Des donations annuelles, ça peut être peut-être vous avez fait un bon bijou pour votre tante et tout ça qui vous a coûté cher pour qu'elle... bon. Donc, il y a des aspects donation qui peuvent être faits. Vous avez, en dehors des aspects donation, vous avez des testaments que vous pouvez faire. Les testaments sont de différents ordres. Vous avez des testaments holographes, vous avez des testaments authentiques ou publics et des testaments mystiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par testament holographe? Les testaments holographes, c'est un testament fait par un testateur. C'est-à-dire, moi, je fais mon testament par acte sous seing privé, sans aide ni intervention des notables. Donc, je prends, j'écris, je dis, bon, à ma mort, voilà, j'écris. Mais, quand j'écris comme ça, je dois aller chez le notaire pour déposer. Et c'est pour ça que les dispositions qui entourent ça, c'est que le testament holographe doit être rédigé sur un papier timbré. Ça veut dire, si je meurs, pour que ce soit valable et opposable, il faut que ce soit fait sur un papier timbré. Et il est important que ce soit rédigé de ma propre main d'écriture. C'est-à-dire que je n'ai pas appelé quelqu'un pour le faire. C'est ça ce qu'on appelle le testament holographe. Et après, je vais déposer ça chez un notaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, à l'ouverture de ma succession, le testament ne sera pas considéré comme valable. Donc, vous pouvez faire un testament sous seing privé que vous allez déposer chez le notaire. Ça a l'avantage que chez le notaire, il a un coffre, tandis que vous, peut-être, vous n'avez pas de coffre. Donc, il enregistre, il garde dans ses actes et tout. Et si toutes les autres conditions sont réunies, au moment d'ouvrir ma succession, ça a une force. Je vais dire, il faut que ce soit rédigé de votre propre main d'écriture et il faut que ce soit sur un papier timbré, voilà. Donc, et que ce soit signé par vous, naturellement, parce que si ce n'est pas signé par vous, on peut penser que c'est n'importe qui a écrit. Et vous savez quelles sont les bagarres qu'on a lors des successions ici. Et c'est pour ça que vous entendez au décès de tel, les gens sont toujours au tribunal. Les enfants sont au tribunal, les femmes sont au tribunal, etc. Après le testament holographe, nous avons le deuxième type de testament qui est le testament authentique ou public. Ce testament, c'est ce que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire on va chez le notaire, vous allez chez le notaire accompagné de 2 témoins. Généralement, la loi exige que le notaire doit appeler un de ses confrères pour qu'il soit aussi à 2. Ça vous entendre. Mais le problème de ce testament, c'est qu'il n'a jamais de secret entre 2 personnes. N'est-ce pas? Ouais. Le vrai secret, vous le gardez seul. Parce que vous n'êtes pas sûr que le secret que j'aurais confié à Mme Buell ne va pas sortir. Et quand on veut tolérer, on dit il n'a jamais de secret entre 3 personnes. Par exemple, quand vous avez dit à une seule personne, si vous attendez ailleurs, vous ne cherchez même pas. Vous savez que c'est elle qui a dit. Mais si vous avez dit à 3 personnes, vous allez hésiter. Vous allez dire, est-ce que c'est A qui est parti dire ou bien c'est B? Donc, ce qui est comme inconvénient pour le testament qu'on fait chez le notaire, c'est que tu auras amené 2 amis. On ne sait jamais. Peut-être un des amis
pour entrer dans les faveurs d'une de tes conjointes, va aller lui souffler à l'oreille qu'il est comme ça, avec mon ami, il pense que son décès, voilà. Et si celle-là se rend compte que ce n'est pas son fils qui est choisi, vous comprenez que la guerre va commencer de ton vivant. Oui, ça c'est l'inconvénient du testament authentique et public. C'est l'inconvénient, c'est que ça se passe au moins entre 4 personnes. Donc, c'est pour ça que, d'un autre côté, vous avez des testaments comme, parce que le testament holographe dont je vous ai parlé, vous avez rédigé vous-même, vous avez signé, vous allez chez le notaire, vous lui remettez, le notaire ne sait pas ce que vous avez écrit. Hein? Il fait seulement un acte authentique pour dire qu'il a reçu votre testament, telle date et tout ça, parce que vous l'avez scellé vous-même. Vous l'avez scellé vous-même. Donc, sous seing privé, vous êtes seul à savoir ce que vous avez écrit. Quand c'est déjà public, il y a vous 2 amis que vous avez amenés. La seule condition, c'est qu'on dit que parmi ces amis, il ne faut pas qu'il y ait des ascendants directs. Il ne faut pas qu'il y ait, ça veut dire que les oncles, les ceci, les cela, parce qu'on veut éviter la fuite. Donc, je dis, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins du notaire, du témoin et du notaire. Il devra ensuite être signé par les témoins. Donc, c'est vraiment pas un secret. Le 3e type de testament, c'est le testament mystique. N'entendez pas mystique ici dans le sens du mysticisme. Hein. On l'appelle testament mystique simplement parce qu'il présente le caractéristique. Il est secret, hein, parce que tu le rédiges toi-même, mais en présence du notaire. Le notaire n'est pas censé savoir ce qui est dedans. Tu le rédiges en présence du notaire et il est sûr, il ne peut s'égarer ni être détruit puisqu'il est conservé dans les archives du notaire. Ça veut dire que tu vas chez le notaire, contrairement au premier, dont nous avons dit que tu le faisais sous seing privé, celui-ci, tu le rédiges quand même, toi-même, mais devant le notaire. Ce n'est pas le notaire qui le fait. Tu fermes, tu donnes, le notaire a dans ses archives. Donc, voilà, on vous donne quelques idées des différents types de testaments que vous pouvez faire pour, j'allais dire, repartir et sauvegarder votre patrimoine quand vous ne serez plus là. Et comme je le dis, ça ne donne pas peut-être une garantie qui n'est pas la bagarre, mais vous aurez au moins pris le temps d'arranger les choses. Parce que vous le voulez ou pas, ce n'est pas seulement dans les familles polygamiques qu'il y a la bagarre. Non. Aujourd'hui, on voit des enfants d'une même mère se déchirer, amener même la maman au tribunal. Oui, donc, mais vous aurez quand même pris quelques dispositions pour, j'allais dire, pour la gestion après vous de votre patrimoine. Là, nous avons parlé de la santé, qui est important d'avoir. On vous a donné une idée sur les aspects des pensions PVID, je vous ai dit pension, vieillesse, invalidité et décès. Et selon ce qui avait été prévu, on vous donne une idée de la gestion de votre patrimoine avec vous par les différents aspects des testaments que vous pouvez avoir. Je vais maintenant, avec la permission du modérateur, m'arrêter et vous laisser poser toutes les questions qui vous taraudent l'esprit sur la retraite. Donc nous allons passer à la phase des questions. Je suis Madame Tomo Lisette, Panzani Cameroun, de Cadiz, Consumer Group. J'aimerais savoir, est-ce que une veuve qui touche la pension
retraite de son mari, est-ce qu'elle bénéficie des 40% des 40% qu'on donne en cas d'invalidité ou bien si elle est incapable, si elle ne peut plus? Vous avez dit qu'on revalorisait un peu la pension de 40%. Est-ce qu'elle doit bénéficier aussi ou bien c'est uniquement pour le retraité? Elle ne bénéficie pas. C'est uniquement pour le retraité, c'est-à-dire pour l'assuré principal qui est le retraité. Si l'assuré principal a une invalidité qui fait qu'il doit être assisté, je précise que cette invalidité doit être confirmée par le médecin conseil de la caisse. Ce n'est pas que vous venez avec votre papier et votre médecin pour dire que là, il est hémiplégique, on est obligé de le nettoyer au lit, de lui mettre les couches et que la caisse avale comme ça. La caisse fait constater par son médecin conseil et ça ne concerne que l'assuré principal, ça ne concerne pas les ayants droit. Oui, si la veuve bénéficiait déjà de 50% de la pension de son mari, c'est parce que son mari était décédé. Donc, si la veuve devient, dans cette situation-là, il n'en a pas. La caisse ne paye pas, la loi n'a pas prévu. Une autre question. Oui. Est-ce que si quelqu'un prend une retraite anticipée, il a cotisé ses 15 mois normalement, est-ce que la caisse peut payer immédiatement sa pension ou il attend avoir 60 ans? Non, la caisse paye. Si tu prends une retraite anticipée, tu saisis la caisse, il y a des formules qui permettent qu'on calcule votre allocation et on vous paye. On n'attend pas 60 ans. Pourquoi on va attendre 60 ans? Par contre, vous, si vous n'aviez pas, puisque vous avez pris anticipé, vous n'avez pas fait les 180 mois, pour ne pas prendre tout votre argent au risque d'investir et de perdre. Peut-être qu'il vous reste 2 ans pour atteindre, c'est-à-dire 24 mois, pour atteindre les 180 mois. Vous pouvez vous décider vous-même chaque mois de verser ce qu'on coupait pour combler les 24 mois et en ce moment-là, on commence à vous payer mois par mois jusqu'à la fin de votre vie et les ayants droit. Vous voyez la nuance? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas atteint 180 mois. Supposons que vous êtes à 160 mois, il vous reste 20 mois pour faire 180. Vous avez soit la possibilité de faire calculer et vous prenez tout votre argent en ce moment-là. Ou bien vous dites non, au lieu de prendre tout mon argent, au risque d'investir et que ça foire, les 20 mois, je vais compléter. Je vais continuer à payer. Et vous payez les 20 mois à la caisse de votre poche. Chaque mois, vous versez ce qu'on vous coupez, chaque mois, vous versez. Et au bout des 20 mois, vous avez atteint les 180, vous faites votre dossier de pension retraite et chaque mois, la caisse vous paye. Oui, Diane Tempé, DRH Cadiz Consumer Group. Je voudrais juste que vous confirmiez ou vous mettiez à jour cette information en matière de retraite anticipée. Parce qu'il me semble qu'il y a, depuis un moment, c'est le DG de la CNPS qui valide. Donc, ce n'est pas automatique que quelqu'un demande la retraite anticipée et qu'elle lui soit accordée. Donc, je voudrais juste, peut-être pour apporter cette nuance que vous puissiez confirmer. Oui, c'est vrai, c'est une précision. Ça veut dire que quand vous avez demandé, il faut que le DG accorde avant qu'on ne fasse vos calculs. C'est plus automatique. Et ma question est la suivante. Une veuve qui cotise et qu'elle est en train de bénéficier de la pension de son mari, quand elle prend sa retraite, elle peut toucher les 2 pensions? Oui, en fait, si elle travaille, elle cotise, et qu'elle bénéficie de la pension de son mari, elle va, tant qu'elle est sa veuve, elle aussi va retraitée, elle va aussi bénéficier de sa pension? Oui. Ok. Donc, elle aura 2 pensions. Super. Super. C'est la question qu'il a posée. Si c'est le mari qui décède avant vous,
vous êtes bénéficiaire, l'ayant droit de sa pension. Et le jour que vous-même vous allez en retraite, vous aurez votre pension et vous aurez la pension. Se remarier. Ah, je n'ai pas compris ça. Non. Attendez. Non. Non. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on arrête votre pension parce qu'il s'est remarié. Il n'y a pas de raison. Non. Attendez. Attendez. Pour que la caisse arrête, il faut que ce mariage ait été déclaré. Mais s'il fait les histoires de quartier et que ce n'est pas déclaré, vous comprenez? Mais si on sait officiellement qui s'est remarié, tout comme pour la femme, parce que je vous ai dit, la femme qui est ayant droit, si elle se remarie et que la caisse sait qu'elle s'est remariée, on arrête de lui verser la pension du conjoint décédé. Il en est de même pour l'homme. Mais généralement, qu'est-ce que les gens font? Hein? Les gens cachent. Il est vrai que quand la caisse est au courant, même si vous avez caché, ça veut dire que si votre mari s'est remarié et a caché, si la caisse est au courant et mène les enquêtes, parce que la caisse mène les enquêtes, hein. La caisse mène les enquêtes. Si la caisse mène les enquêtes et trouve que le type s'est remarié, on arrête de lui reverser votre pension. Si c'est vrai, les vivants, s'il était polygame, quand il meurt, quand on dit les ayants droit, on parle des conjoints. Ces conjoints ont le truc. Mais on dit dans ce cas-ci que c'est lui qui bénéficie de la pension de la femme. Ça veut dire que c'est la femme qui est décédée. Sa femme qui est décédée. Mais s'il se remarie, on arrête de lui payer la pension de sa femme. Michel Eyum, RH Blessing Petroleum. Je voulais juste apporter une petite contribution par rapport à la préparation de la pension retraite. Vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il est important de se rapprocher de la CNPS. Et je voulais confirmer avec vous qu'effectivement, le mois de votre départ en retraite, vous êtes payé. C'est l'expérience de certains retraités que moi j'ai vécu avec eux. Il a pris la retraite le 30 août par exemple. Dès le 30 septembre, il a commencé à bénéficier de sa pension retraite. Mais c'est un processus qui commence selon moi au moins 2 ans avant le départ en retraite prévu. C'est-à-dire à 58 ans, pour ceux qui ont une carrière dans différentes entreprises, il est important de rassembler déjà la documentation nécessaire, les certificats de travail, les bulletins de paye et de se rapprocher de la CNPS pour faire ce qu'on appelle la mise à jour de la carrière professionnelle. Tout à fait. Parce que si vous ne le faites pas et que vous attendez vos 60 ans pour commencer à aller chercher les documents voilà, parce qu'en fait, la CNPS ayant évolué, les processus ne sont plus les mêmes. Entre les DIP qui se faisaient de façon manuelle et aujourd'hui qui se font électroniquement, il faudrait que vous-même vous procédiez déjà à la mise à jour de votre carrière professionnelle. Ce n'est pas l'affaire du dernier RH, du RH de la dernière entreprise dans laquelle vous avez travaillé. C'est d'abord votre devoir en tant que travailleur. Donc 2 ans avant le départ en retraite, je rassemble toute ma documentation depuis que je travaille, mes contrats, mes certificats de travail, mes bulletins. Je me rapproche de la CNPS qui va faire des enquêtes pour se rassurer que effectivement j'ai été déclaré à la date où mon premier employeur a dit que j'ai été déclaré, que le numéro que j'ai correspond exactement à mon numéro CNPS, que mes cotisations ont été reversées. Pour celles qui ne l'ont pas été, il peut faire des enquêtes, saisir les entreprises concernées si elles existent encore pour qu'on puisse reconstituer les cotisations qui n'ont pas été payées. Avant la CNPS, avant 2015, je crois, les RH établissaient encore ce qu'on appelle les états de salaire. Il fallait fouiller les bulletins de 78, 80, monter un état que l'employeur devait signer. La procédure était très longue. Très longue. Aujourd'hui, l'employé remplit seul son formulaire et va simplement avec ses bulletins de paye. L'employeur n'a plus besoin de signer, parce qu'il y avait un document, un formulaire qui était signé conjointement par l'employeur et l'employé, qui mettait officiellement l'employé en retraite. Mais quand on va en retraite normalement aujourd'hui,
on n'a plus besoin de faire signer ces documents par l'employeur. C'est-à-dire, je peux partir en retraite parce qu'en entreprise, on m'a dit au revoir en septembre 2021. Je n'ai pas besoin que la RH que je viens de laisser se mette à courir à la CNPS pour se rassurer que mon dossier est à jour. En septembre, si j'ai travaillé dans la même entreprise, si j'ai eu cette chance, en octobre, pardon, je vais à la CNPS, je présente mon dernier bulletin et je leur demande la procédure à suivre. Et facilement, j'aurai ma pension retraite. Ça, c'est la contribution que je voulais apporter. Merci. Très bien, madame. Et effectivement, pour que ça aille vite, comme elle le dit, il faut que vous ayez rassemblé les éléments des 3 entreprises précédentes, puisque vous êtes dans la 4e, pour que les choses aillent vite. Parce qu'effectivement, quand tout est bien maintenant au niveau de la caisse, je dis au bout de 2 mois, vous commencez à toucher vos allocations. Ce n'est pas une question, c'est un apport. J'ai la chance d'être chargée de ce volet à Prométal, la sécurité sociale en fait. Et j'ai un retraité qui, en mars, va aller en retraite. Je voulais apporter une contribution dans la mesure où, dans le site de la CNPS aujourd'hui, chacun peut voir toutes ses cotisations. Donc, il suffit d'ouvrir le site de la CNPS, consultation du compte individuel, avoir son numéro CNPS. Il faut ouvrir son propre compte. Au jour le jour, on regarde ses cotisations. Donc, avant d'aller à la retraite, même la simulation de votre pension est visible sur le site de la CNPS aujourd'hui. Donc, ce n'est plus compliqué. Et la documentation, elle est facilement faite. Les bulletins de paye et les DIP, on les demande encore, c'est vrai, mais c'est plus facile aujourd'hui de construire son dossier de pension retraite. Donc ça, c'était mon apport par rapport à ça. Il faut directement aller sur le site de la CNPS, avoir un compte, regarder ses cotisations au jour le jour. Merci. Merci, madame. Fabrice Molo, je suis responsable commercial chez EDC Asset Management, une filiale d'Ecobank qui fait de la gestion d'actifs. Également, je n'ai pas de questions. Je voudrais abonder dans le sens de la dame de Blessing Petroleum et apporter un élément supplémentaire. C'est vrai que l'aspect financier est important lorsqu'on va en retraite, puisque ça crée souvent certains chocs chez certaines personnes. On a un salaire important et lorsqu'on va à la retraite, on a eu la pension de la CNPS qui n'a rien à voir avec ce qu'on gagnait il y a quelques mois auparavant. Tout à fait. Ça crée un choc. Pour moi, il ne faut pas juste se limiter à la CNPS, partant de ce constat-là. On prépare sa retraite même à partir du moment où on est employé. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent d'aborder la retraite sur le plan financier, bien sûr, de manière un peu plus aisée, un peu plus facile. On a des systèmes de retraite complémentaires qui existent auprès de certaines sociétés d'assureurs ou de sociétés de gestion d'actifs qui, avec un apport mensuel minime, mais sur la durée, si on a commencé à travailler à 30 ans et qu'on s'en va en retraite à 60 ans, si on cotise un montant plutôt modeste, 50 000 chaque mois, après 30 ans, compte tenu des intérêts, on se retrouve avec un capital important. Donc pour moi, il ne faut pas se limiter à la CNPS, mais développer d'autres sources qui nous permettront d'avoir une certaine liberté financière au moment du départ à la retraite. Ce sera ma contribution. Merci. Merci. Merci une fois de plus de me donner la parole. Par rapport au paiement des arriérés, des pensions, je ne sais pas si vous avez précisé que c'était 12 mois au maximum. C'est-à-dire si vous avez attendu 5 ans quand vous allez déposer le document. Tu perds un an. Oui, on paie un an en arrière. Ouais, donc vous avez perdu 4 ans. La deuxième chose que je vais savoir, donc, quand je regarde la télédéclaration, on parle de digitalisation. Quand on parle de digitalisation, c'est-à-dire on fait en sorte que quoi, on essaie d'éliminer les papiers pour que les choses soient informatisées. Mais on fait la télédéclaration, on fait des paiements, mais quand vous allez, on demande toujours du papier. Par exemple, le bulletin de paie. Pour moi, c'est inutile pour mon appréciation parce que si l'employeur ou bien l'entreprise a fait la télédéclaration régulièrement, il a effectué des paiements. Quelle est donc l'inquiétude encore pour demander le bulletin de paie?
C'est ce que moi j'ai essayé de voir là-bas. La dame derrière vous qui a parlé veut répondre à votre préoccupation. On exige toujours les bulletins aujourd'hui dans la constitution du dossier de la pension retraite. Mais et la télédéclaration sert à quoi? Il y a, même les DIP, on les exige. Il y a la télédéclaration, mais on veut voir la paperasse. Ça, je sais pas. Et à quoi une autre clarification, je voulais savoir, au niveau du testament, comme vous avez dit, qu'il faut absolument que ça soit écrit, manuscrit, n'est-ce pas? Yeah. Au cas où moi, je ne suis pas parti à l'école et je ne connais pas écrit. Vous pouvez toujours faire votre testament. En ce moment-là, vous êtes obligé de faire un testament public. C'est-à-dire, vous prenez, vous deux amis, vous allez chez le notaire. Et il est exigé que le notaire va prendre un de ses confrères. Ils sont à deux. Et vous dites ce que vous voulez dire. Parce que le testament est obligé au Cameroun d'être soit en anglais, soit en français, pas en une autre langue. Donc tu ne peux pas mettre ça en langue vernaculaire. Donc parmi tes témoins, il faut que tu aies un dont tu vas parler en langue vernaculaire et il doit traduire en français pour que le notaire écrive. C'est pour ça que je te dis que le testament public là n'est pas très secret. Parce que toi, tu vas avec deux témoins, que c'est toi qui as choisi. Donc, si tu ne sais pas parler ni anglais, ni français, tu vas parler en ta langue maternelle et un de tes témoins, qui forcément peut peut-être s'exprimer en anglais ou en français, va traduire pour que le notaire écrive. Dans le temps, il y avait, pour les villageois, des testaments non écrits, parce que la société était orale, verbale, parce que la parole était encore la parole. Or, aujourd'hui que la parole n'a plus la force qu'elle avait, parce qu'au départ, sans parler du spiritualisme, on disait, même dans la Bible, au commencement était la parole, et la parole était donc, la force de la parole faisait que nos parents disaient, c'est-à-dire je suis ton ami et je te dis que le jour où je ne suis pas là, voilà, voilà, voilà. Et ta famille, ma famille, sait que tu es mon ami intime. Si tu viens dire que j'avais dit que ce truc-ci sera à tel, ce truc-ci sera à tel, personne ne discute. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, la parole n'est plus la parole. Peut-être un de mes fils qui est plus riche va venir te corrompre, toi mon ami. Et ce que moi je te dis, c'est pour ça que de plus en plus, les gens empruntent la voix des notaires, des trucs, quand ils peuvent écrire eux-mêmes, ils écrivent, parce que finalement on s'est rendu compte que ce que je te laisse comme mon testament verbal, deux fois, ce n'est pas ça qui est respecté, quoi. Hein? Je crois que vous avez l'âge pour comprendre qu'au départ, nos parents ne savaient pas écrire, mais ils faisaient un testament. Oui, nos parents ne savaient pas écrire, mais ils faisaient un testament. Le testament était ce qu'il confiait à son ami, parce que chaque parent avait un ami intime dont toute la famille savait que si c'est Paul qui vient dire que telle chose doit être comme ça, il n'y a rien à faire. C'est que c'est vrai. Ok, merci. Et dernière contribution, donc au long des échanges, on a beaucoup insisté sur le travailleur, c'est-à-dire pour la gestion de son carrière ou bien de sa deuxième vie, si vous voulez. Je pense qu'un premier rôle qui est très très important, c'est celle du conseil. Il faut conseiller les travailleurs, il faut les expliquer pour qu'ils comprennent. Parce que j'ai eu des cas où les collaborateurs viennent insister que moi, ce qui me concerne, c'est ce qui entre dans ma poche. Donc, quand tu dis la retraite là, est-ce que moi je vais même vivre jusqu'à pour avoir la retraite là? Donc, il y a d'autres cas aussi, même quand on parle d'optimisation. Donc, il faut expliquer, je pense que c'est le rôle de l'entreprise à travers les gens qui sont responsables de faire ce travail,
d'expliquer dès le début pour les travailler, de comprendre la nécessité et l'importance. Tout à fait. Parce que sinon, si on dit que ça revient principalement aux travailleurs, moi je pense que la plupart vont toujours faire les erreurs. Ou bien il peut toujours avoir des pensées erronées qui ne sont pas la meilleure. Donc je pense que c'est ce que moi, par rapport à mon expérience, je pense que c'est extrêmement important pour encadrer dès le début de carrière professionnelle. Tout à fait. Je suis Sandrine Gounet, Razel Cameroun. Moi, je vais revenir sur la vidéo. Ce qui m'a marqué, c'était le message, il faut être heureux, il faut lâcher prise. Mais est-ce qu'on peut vraiment être heureux quand on ne peut pas avoir un repas équilibré, quand on réfléchit sur comment on va vivre au jour le jour, quand on a encore malheureusement des enfants en bas âge parce qu'on les a fait tard, on a toute cette pression-là. Est-ce qu'on peut vraiment vivre heureux? Et là, je souhaiterais attirer notre attention parce que tout part de l'anticipation. Il faut anticiper. On ne va pas attendre la dernière heure. Parce qu'on va dire qu'il faut être heureux. À 60 ans, oui, il faut être heureux, mais il faut préparer, cela, en tout cas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, je vous repose la question à vous. Il faut être heureux, mais comment? Comment il faut l'être? Vous me posez la question de... J'allais dire que le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Comme le succès, c'est quelque chose de personnel. Mes paramètres de succès peuvent ne pas être le vôtre. Nous avons tendance, par exemple, dans l'imagerie populaire, de penser que celui qui a réussi est celui qui a beaucoup d'argent. Si vous sortez là, vous faites un test, vous demandez aux gens, la tendance qu'on vous réponde que celui qui a réussi, c'est celui qui a beaucoup d'argent. sera grande. Or, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a réussi? Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est heureux? Donc, vous deviez avoir les paramètres personnels qui vous permettent de vous sentir épanoui. En commençant par ne pas imiter les autres. Parce que moi, si vos moyens vous permettent de faire une maison simple, et que moi, votre ami, je fais un R+1, et que vous vous dites absolument il faut que je fasse un R+1, pendant que vous allez faire un R+1, je vais faire un R+4. Pendant que vous allez chercher à faire un R+4, je ferai un R+10. Donc ça ne va pas s'arrêter. Il faudrait que vous puissiez dire, mes moyens me permettent, avec mes enfants, comme vous avez évoqué les enfants, de ne pas aller faire le shopping à Super U ou machin pour leur donner une nutrition des blancs, entre guillemets, comme on dit. Mais mes moyens me permettent que mes enfants, en leur expliquant pour qu'ils ne soient pas frustrés, qu'on doit réchauffer le macabo qu'on a préparé la nuit pour prendre le petit déjeuner. En leur expliquant. Ils ne vont pas en mourir. Parce que beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, qui ont même eu une nutrition, j'allais dire importée, c'est des gens qui ont chauffé le couscous de la veille. Je ne sais pas si chez vous à l'Est, le manioc qu'on a préparé avec le pain. La purée de plantain. Voilà, le purée de plantain, on chauffait le matin. Ce n'est pas parce qu'avec la colonisation et un système culturel qu'on nous a amené, nous croyons que le petit déjeuner, c'est le pain, chocolat, c'est le croissant, c'est le... Non. Ça voudrait donc dire quoi? Ça voudrait donc dire que quand vous aurez adopté un système de vie qui vous convient et que vous avez la peine d'expliquer aux enfants et tout, vous allez trouver un terrain d'entente pour vivre heureux. Mais si vous-même, vous dites dans la tête que ce n'est pas ça qu'il fallait, au jour d'aujourd'hui, je devais être, vous serez malheureuse toute votre vie parce que vous vivez des rêves qui ne sont pas... Il faut avoir des rêves, ça c'est vrai, il faut avoir des rêves. Mais comme elle a dit aujourd'hui, il faut avoir des objectifs smart. Hein?
C'est-à-dire que des objectifs que vous pouvez atteindre. C'est pour ça qu'on parle de mesurables, atteignables, dans le temps, et tout ça, c'est pour ça qu'on parle des objectifs SMART. Sinon, vous n'allez pas être heureux. Or, la vie voudrait que, pour que vous soyez épanoui, que vous soyez sur tous les plans. Je sais, vous avez entendu même des femmes, des fois, c'est des gens vraiment riches qui veulent les épouser, mais certains, finalement, divorcent parce qu'ils disent ben, je ne veux pas vivre dans un, où ils appellent prison en or, ou bien, prison dorée, et tout ça, je ne veux pas épouser l'argent, même comme il me donne tous les bijoux du monde et tout ça, et que c'est sa présence qui m'intéressait. Donc, vous voyez, tandis qu'une autre va trouver que, bon, d'accord, il n'a qu'à me donner ça, et il me fout la paix, j'ai mon petit copain à côté et tout. Donc, les critères de bonheur et tout ça, c'est vraiment individuel. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez opter une option qui vous permet d'être épanoui, et en ce moment-là, vous serez heureux. Alors, je voudrais, avec votre permission, Joseph, ajouter également quelques éléments à ce débat. Et dit qu'il y a des disciplines qui permettent justement d'accompagner les travailleurs, la psychologie est là pour ça. Et puis il y a des outils qui permettent également d'identifier quelles sont nos motivations au travail. Vous avez Shine, vous avez l'outil de Shine sur les encres de carrière qui permet quand même de vous dire qu'est-ce qui vous attire au travail, qu'est-ce qui vous lève le matin. Et ce qui est intéressant lorsqu'on aborde ces outils, c'est de voir à quel point nous sommes différents. Et comme disait Joseph, le bonheur est vraiment différent. Il y en a qui sont portés vers l'équilibre vie famille, vie professionnelle, c'est un choix. Il y en a qui sont portés vers des métiers de manager, de coordination, d'autres vers des métiers techniques, etc. C'est à vous de savoir, sur les 8 encres de carrière, quelle est celle qui vous marque le plus. Je pense que ce sont des outils qu'il faut aussi maîtriser. Autre outil également qu'on peut avoir, vous avez entendu parler du MBTI, qui parle du tempérament personnel. Et il y a 16 types de tempéraments. Il faut savoir quel est le vôtre, qu'est-ce qui vous épanouit, et vous êtes différents les uns des autres. Moi, par exemple, je suis extraverti. Quand je vois Joseph, je sens qu'il est extraverti. On peut bien s'entendre au premier regard. Mais lorsque j'ai en face de moi un introverti, c'est quelqu'un de différent. C'est la même chose également. Comment on prend nos décisions. Il y en a qui sont intuitifs, d'autres qui sont plus raisonnés. Donc, il faut vraiment savoir qui on est. Et le bonheur, vraiment, il est vraiment très individuel. Nous avons également des outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique, qui va plus loin. La programmation neurolinguistique. Qui vous indique effectivement, en réalité, qu'est-ce que vous voulez même faire de votre vie globalement. Et vous allez vous rendre compte que les actes que nous posons, même de manière spontanée, moi, avant de faire cet exercice, on se rend compte qu'il y a quand même des cohérences dans les actes qu'on pose. Il y a des gens qui, moi j'aime publier, même pour rien, je peux m'asseoir et écrire, moi j'aime écrire. Mais le fait d'écrire en réalité renvoie à un rêve. D'accord? Et vous allez finir par vous rendre compte que le bonheur, que ce soit au travail et même dans la vraie vie, va dépendre également d'un ensemble d'enjeux. Parce que je me souviens quand je commençais cet exercice, moi je voulais être commissaire de l'Union européenne, de l'Union africaine. Et je voulais l'être pourquoi je sortais d'une activité où j'avais évalué les profils. Puis je me suis dit, mais dans 10 ans, je veux l'être. Et vraiment, c'était un rêve que j'avais de manière vraiment qui m'absorbait. Et finalement, on se rend compte que être commissaire de l'Union africaine, ça ne dépend pas que de vous. Et il peut arriver que vous ne le soyez jamais. Donc, vous serez malheureux toute votre vie. Non. Et donc, derrière tout ça, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire en étant commissaire? C'est cette motivation-là qui va faire en sorte que si une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Donc, et finalement, on se dit, OK, ce qui est intéressant, c'est aller identifier nos motivations et voir les opportunités, finalement, qui s'ouvrent à cette motivation. C'est un peu comme vous voyez quelqu'un qui dit, je veux être maire. Oui, mais vous pouvez ne pas l'être. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est derrière peut-être embrasser une carrière politique. On peut être maire, on peut être conseiller municipal, on peut être député, on peut être... Une fois qu'on identifie la motivation, on voit les possibles. Donc, moi, je dis, c'est vraiment une quête. Si la carrière est en réalité une vie, parce que quand on voit, si on vit 60 ans, si on enlève les premières années de jeunesse jusqu'à 21 ans maximum en terminale, après là, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait? Notre vie est liée à notre carrière. Et si on ne fait pas attention, il est fort possible qu'on ait l'impression qu'on a perdu le temps. Donc moi, je pense que nous avons le privilège et la chance d'avoir les Talk Motivation Conference. Nous avons la chance également d'avoir des DRH bien formés. C'est aussi une responsabilité que d'accompagner les autres à s'approprier ces outils-là. On ne peut pas faire carrière sans passer par des outils de développement personnel. Honnêtement, vous allez arriver à la fin de votre carrière, vous allez dire, l'entreprise m'a perdu du temps ou alors je n'ai pas eu le temps. Parce que gérer sa carrière, c'est d'en prendre soin.
C'est optimiser, j'ai bien aimé le mot. On est toujours dans une logique d'optimisation. Mais pour optimiser, on a soi-même comme projet de vie. Et le soi, là, vraiment, c'est... Moi, je pense qu'il faut vraiment en prendre soin. Et le bonheur, à la fin, vraiment, il est individuel. Il est individuel, il est comparatif, il tient compte de l'environnement, oui. Mais vraiment, ce que vous ressentez au-dedans de vous, quand vous êtes couché le soir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir comme critère. Parfois, bon, le conformisme, oui, ça peut nous influencer. Mais au fond, je vous assure, quand vous êtes en cohérence avec ces éléments-là, vous vivez un bonheur incroyable. Bon, maintenant, les éléments de conformisme, pour ceux qui restent très liés à l'environnement, vous connaissez la chanson de Brassens, ces chaînes qui nous... Ces critères qui nous enchaînent, quelque chose comme ça. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui nous enchaînent. Et puis à un moment donné, on a même l'impression qu'il faut d'abord dénouer tout ça pour exister. Il y en a beaucoup qui vont mourir sans exister. Je suis désolée de le dire aussi brutalement. Beaucoup vont mourir sans exister. Ouais. Beaucoup vont mourir sans savoir ce que c'est que la liberté, sans savoir ce que c'est que faire un choix, sans savoir ce que c'est que être heureux par soi-même, pas par conformisme. Et moi, je pense que ces conférences nous donnent l'occasion peut-être d'en parler et peut-être d'en prendre conscience. On va faire rapidement une tombola qui va vous permettre de repartir avec des lots. Donc sortez les tickets, vos numéros, soyez prêts. On va commencer par primer le premier arrivé au Talk Motivation. Comme il est de coutume chez nous, nous récompensons la ponctualité. Et le premier arrivé ce matin, c'est M. Lengwe Fils. Il est arrivé à 7h45. Il reçoit un lot de Talk Motivation Conference. Ticket numéro 2. Numéro 10, s'il vous plaît. Troisième numéro. 131. Numéro 131, s'il vous plaît. Prochain numéro, numéro 132. Numéro 143, s'il vous plaît. Prochain numéro, numéro 62. Numéro 48, s'il vous plaît. Numéro 22, s'il vous plaît. Numéro 129. Et le dernier numéro gagnant pour aujourd'hui, le numéro 41. Voilà, nous allons passer au mot de la fin. Alors, merci de me passer la parole. Déjà, vous remercier d'être venu. Remercier également votre contribution. Moi, j'ai passé un bon moment de plaisir. Au-delà du contenu que nous avons partagé, nous avons rencontré de bonnes personnes. J'avoue que je vous envie d'être à Douala. J'espère que je serai invitée la fois prochaine, non pas comme conférencière, mais cette fois-là comme participante. Donc, je voudrais vous dire vraiment à quel point j'ai aimé ces moments. Malheureusement, ils s'arrêtent très vite. J'espère que ce sera pour un autre rendez-vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir rencontré Joseph aussi. Je l'ai vu à travers les médias. Pour moi, c'est effectivement un véritable plaisir de l'avoir rencontré. Pour tous ceux que je rencontre pour la première fois ou pour la énième fois, je voudrais vous dire à quel point ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Je remercie Afrique Empowerment d'avoir donné l'occasion que nous puissions échanger parce que ça a permis que nous passions des bons moments. Je remercie aussi pour l'occasion que ça nous a donné d'être avec Mme Bioelem. Je voudrais en quelques mots simplement dire que vous devez vous attendre, comme je l'ai dit, aux différents changements et savoir, comme le disait Grambel, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais nous gardons tellement les yeux avec regret sur la porte qui est fermée que nous oublions de voir celle qui est ouverte. Donc, ce sera pour moi le mot de la fin. Voilà, messieurs et dames, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour qu'on partage ensemble, qu'on échange sur la thématique du jour. Ce thème était en prélude à la dernière édition 56, dont le thème sera la gestion de la relève. Nous avons parlé tout à l'heure du testament et un certain nombre de choses. Le mois prochain, nous allons aborder le 25, ici dans la même salle, le thème sur la gestion de la relève. Ça fera partie de ceux qui veulent préparer leur testament, comment passer la main, que ce soit au niveau personnel, familial ou au niveau professionnel.
Donc ce jour-là, on échangera avec deux autres panélistes sur comment passer le flambeau à la génération future et gérer la relève dans nos organisations ainsi que dans nos familles. Donc nous invitons à vous inscrire massivement pour qu'on échange encore comme aujourd'hui pour davantage être plus compétitifs et être heureux comme on l'a dit. Merci encore, applaudissons pour nous tous et bonne journée. La 5e édition Talk Motivation Conference, une production Afrique Empowerment. Je suis Fabrice Molobanak, responsable commercial chez EDC Asset Management, une filiale EcoBank qui fait dans la gestion d'actifs. J'ai participé au Talk Motivation dont le thème était reconversion professionnelle et préparation de la gestion de la retraite. Ce thème avait... L'objet de ma participation était que c'est un thème contemporain. Il faut que nos seniors ou alors les plus jeunes préparent la retraite qui est une étape de la vie, une étape primordiale pour éviter tout choc, pour éviter toute surprise. Raison pour laquelle j'étais présent aujourd'hui et j'ai trouvé le contenu intéressant. Les panélistes maîtrisaient leur sujet et l'audience dans la salle était très nombreuse avec plusieurs participations. C'est une édition qui a eu beaucoup de succès et j'invite activement TMC à renouveler ce type d'expérience. I'm called Danji Amina Dambidaba, Performance Management Officer in NFC Bank. With respect to the theme of this morning, management of retirement, I think it was a very good one, given that in the past many people were not having a broader knowledge when it comes to retirement. And I think that with what we have gathered today, going back on our different organizations, we are going to make a better preparation with our employees. We are going to educate them on what is retirement, what do they need to put in place, what do they need to check, and to understand that at retirement, it doesn't mean that you have come to the end of your life, but it's just a next step to a more higher and glorious life. I think it was worth a seminar. Je suis Madame Djonou Marguerite, retraitée depuis 3 ans. J'ai trouvé le talk très intéressant. Ça nous a permis de revoir certaines choses que nous n'avions pas su quand on partait à la retraite. Donc vraiment l'ambiance était très bien et je compte revenir la prochaine fois. Michael Mboé, je représente le cabinet Tex Partner ici. Donc nous faisons le coaching et des formations. Si vous ne connaissez pas vos motivations de carrière, il se peut que vous ayez l'impression de perdre votre vie, donc perdre votre carrière. L'une des choses que je peux recommander pour améliorer ce talk est d'introduire une phase immersive. Ça peut être avant ou après la conférence. Je suis Chinjo Joseph, je suis consultant formateur en management et développement personnel et expert dans la formation à la préparation à la retraite. Il était de bon ton que je vienne partager avec les participants sur la retraite, attirer leur attention sur les changements qu'ils vont avoir pendant la retraite. La retraite, c'est simplement le passage d'une vie professionnelle à une vie privée active. Pendant la retraite, il faut davantage prendre soin de sa santé pour ne pas avoir les maladies métaboliques qui s'installent. Et ça passe d'abord, par l'alimentation, 2, par le sport, c'est-à-dire apprendre à bien vivre, avoir une hygiène de vie qui permet que vous vieillissez avec succès. Je conseillerais les gens, quand il y a des thèmes pareils organisés, qui viennent parce qu'on s'enrichit toujours dans ces circonstances-là. On apprend toujours un peu plus. Je suis certain que ça a attiré l'attention de certains ici, tant pour la préparation de leurs différents testaments, tant pour la santé, tant pour les dispositions pour la CNPS, pour leur pension vieillesse et d'invalidité et décès. Donc on apprend toujours quelque chose. Mr. Ofon Solomon Tangwani, I work for NFC Bank, the head of human capital. Firstly, we noted that retirement starts from day one when you start your career, your professional career. It starts from day one as you work along and right up to when you are officially supposed to go on retirement. So it is a continuous process of preparation.
And we also noted so critically that it needs an entire preparation in terms of psychologically, administratively. So I think that subsequently the Talk Motivation Conference should get experts, more experts, to elaborate more on the side of the employer, where they should be able to bring out the details aspects that are supposed to be done to ensure that the employees are well catered of in terms of their career, as well as the transition and then the retirement as they work. So thank you so much, and thank Africa Empowerment for inviting us. And the next time, we'll always answer to your call. Je m'appelle Zéphirin Kouyaté. Je suis comptable de formation. Je suis employé dans une entreprise et en même temps, je suis promoteur d'une start-up qui s'appelle Africa Business Impact, qui s'occupe des jeunes entreprises en termes de conseils et autres. Cette conférence m'a permis d'être très édifié sur un certain nombre de choses concernant la retraite. J'ai appris plein de choses qui déjà me concernent moi-même et qui va me permettre aussi de conseiller d'autres personnes qui n'ont pas peut-être eu le privilège d'être ici. J'apprécie les orateurs parce qu'ils ont été à la hauteur de ce qui leur a été confié comme responsabilité pour animer. J'ai beaucoup apprécié les exemples, les témoignages de leur vie. Ça a permis que les uns et les autres soient bien édifiés là-dessus. Je voudrais dire merci au cabinet qui a organisé, qui a pensé organiser cela, parce que beaucoup pensent que la retraite, c'est la fatalité. Mais nous avons compris aujourd'hui que ce n'est pas une fatalité. Et pour que cela ne soit pas une fatalité, il faut bien se préparer. Je suis Viviane Ondoa-Biwele. Je suis enseignante à l'Université Yaoundé 2, à SOA, donc je viens de Yaoundé. Donc aborder ce thème ici me permettait de me regarder dans le miroir et puis à la limite partager mon expérience, qui est une expérience très personnelle, unique, mais une expérience qui peut également permettre aux autres de comprendre leur propre carrière. Je ne suis pas encore retraitée, c'est vrai. On se prépare tous à la retraite pour ceux qui ont la chance de la vivre paisiblement. Donc la deuxième partie de la conférence a été tout aussi bénéfique parce qu'il était question de voir au-delà de ce qu'on sait de la retraite, comment certains vivent leur retraite dans la salle, quelles sont les précautions à prendre. Et je pense que nous sortons de cette conférence non seulement bien outillés, mais surtout nous avons fait de belles rencontres. C'est aussi un moment de reconversion. Au-delà de la thématique partagée, c'est également un réseau de bonnes personnes, un réseau également qui donne espoir. Voilà. Je suis Michel Eyoum, responsable des ressources humaines Blessing Petroleum. C'était très participatif comme séminaire. Les questions étaient des questions aussi bien pratiques qui permettent de trouver des réponses à des problèmes réels que les participants vivent au quotidien, mais aussi qui interrogent sur l'approche qu'on peut avoir de la gestion notamment de la pension retraite. Donc les Talk Motivation sont toujours une occasion d'en apprendre davantage et de faire des rencontres intéressantes. Pour ma première participation à cette conférence, j'ai été très ému. Surtout le thème d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup motivé. Nous qui sommes déjà sur la porte de sortie, ça nous a appris beaucoup de choses que j'ignorais. Après plus d'une trentaine d'années de service, bon. Sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est des encouragements. Afrique Empowerment.